Nous sommes en 1943, la Seconde Guerre mondiale bat son plein et les Alliés sont à court de solutions pour reprendre la main sur le conflit. Et c'est là qu'intervient un inventeur de bombes assez surprenante qui va changer le cours de la guerre. Barnes Wallis est né le 26 septembre 1887 à Ripley. Alors, aucun rapport avec elle, je parle d'une ville qui se trouve en Angleterre. Il quitte l'école à 16 ans, mais il suit des cours d'ingénieur à distance tout en travaillant dans un arsenal maritime. Au cours de l'année 1920, il rencontre une femme, Molly Bloxham, qui a 17 ans. Sauf qu'à ce moment, lui en a 35. Donc le père de Molly refuse catégoriquement qu'il y ait une romance entre les deux. Le seul échange qui est autorisé, c'est un échange de lettres pour que Barnes Wallis aide cette jeune femme en mathématiques. Et après 4 ans d'échanges et 250 lettres écrites, les deux se marient en 1924. Même si Barnes Wallis est un développeur d'armes militaires, il n'est pas militaire. En fait, il travaille pour la compagnie Vickers Armstrong, qui travaille dans plusieurs domaines, l'aéronautique, l'aviation, mais également les chemins de fer. D'ailleurs, avant la guerre, il travaille sur les dirigeables et également sur la structure géodésique qui sera utilisée plus tard sur les avions de la Seconde Guerre. Cette structure permet d'être plus légère tout en étant plus solide par rapport aux structures classiques, mais présente également des inconvénients, notamment le fait qu'elle doit être en une pièce. Donc toute la structure de l'avion, c'est une seule pièce. Mais bref, en fait, on n'est pas là pour parler d'avion. Pendant la guerre, les Alliés décident d'endommager la région de la Ruhr. Et pour ce faire, ils décident d'exploser les barrages hydroélectriques qui existent dans cette région. Mais les Allemands ne sont pas stupides, ils vont créer des filets anti-torpilles pour protéger ces barrages. Donc il faut soit une bombe assez puissante pour que même si elle explose de très loin, ça endommage le barrage, ou trouver un moyen de contourner ces filets. Le problème d'une super bombe, c'est qu'à cette époque, aucun avion ne serait capable de la déplacer. C'est la deuxième option qui sera choisie, contourner les filets, et là Barnes Wallis a une idée de génie, les bombes rebondissantes. Et oui, si on ne peut pas traverser les filets anti-torpilles, par contre on peut passer au-dessus. Fallait y penser. Il faut donc trouver un moyen de larguer une bombe en amont du barrage pour qu'elle passe au-dessus du filet anti-torpille, mais qu'elle ne passe pas au-dessus du barrage, qu'elle s'arrête devant le barrage, qu'elle coule, puis enfin qu'elle explose. En soi, quelque chose de très basique pour un ingénieur, je déconne. C'est ultra technique ce qu'on lui demande. Barnes Wallis se rappelle que, au cours du 19e siècle, la Royal Navy a remarqué une chose, c'est que un boulet de canon qui manque sa cible peut rebondir en fait sur l'eau, ce qui augmente sa portée. C'est le principe du ricochet en fait, rien d'incroyable. Mais lui pense déjà à la possibilité d'une bombe rebondissante qui augmenterait donc sa portée dès 1941 et décrit cette bombe d'ailleurs en 1942 dans un document. Ce document s'appelle Bombe sphérique, torpille de surface et je vous laisse imaginer la gueule des collègues quand il arrive en réunion le lundi matin à 8 h en expliquant que la solution pour exploser des barrages dans la région de la Ruhr en Allemagne, c'est d'envoyer des bombes qui vont rebondir sur l'eau. Mais la Royal Air Force croit à ce projet et après une série de tests pour comprendre comment larguer la bombe, mais également la charge explosive nécessaire pour faire cette bombe et pour percer un barrage, l'opération Chastise, je ne sais pas comment ça se dit, a lieu dans la nuit du 16 au 17 mai 1943. Pour réussir le largage d'une bombe rebondissante, la bombe doit être mise en rotation arrière à une cadence de 500 tours par minute, être larguée à 18 mètres de hauteur à une distance comprise de 365 à 411 mètres, alors que l'avion vole à une vitesse d'environ 386 km/h. Je vous ai dit que c'était ultra technique. Sur les 6 cibles visées, 4 sont endommagées, non sans perte humaine, puisque 53 des 133 membres de la Royal Air Force engagés dans cette mission sont tués, et 1294 personnes dans la région de la Ruhr sont également tuées, et plus de la moitié, en fait, c'était des prisonniers français, belges, néerlandais et ukrainiens. Bon, le mec se pose là en termes de génie, mais ce n'est pas tout, sinon ce serait seulement un génie moyen. Pendant la Seconde Guerre, dans le nord de la France, il va y avoir 3 super bunkers construits pour abriter les armes V, V1, V2, V3. La moyenne d'épaisseur des murs de ces bunkers est de 5 mètres en béton armé. Même pire, la base secrète V3 est cachée dans une colline de craie et les galeries internes sont à 30 mètres sous terre. Une bombe classique n'est pas capable de percer ce genre d'infrastructure, donc il faut inventer une nouvelle bombe. Et devinez qui invente cette bombe. Oui, c'est Barnes Wallis, sinon j'en parlerai pas dans cette vidéo.
Cette fois-ci, pas de bombe bizarre, style bombe rebondissante, mais simplement une bombe qui va être larguée de très très haute altitude et qui aurait la capacité de se planter avant d'exploser. Donc une bombe à retardement. Encore une fois, il n'est pas pris au sérieux quand il débarque le mardi matin, cette fois-ci à 8 h. Mais vu le succès des bombes rebondissantes, en fait, on va quand même l'écouter. Et la Tallboy est créée. 6,40 m de hauteur, 96 cm de diamètre, 5 tonnes 4 pour 2,3 tonnes d'explosifs Torpex. Un explosif 50% plus puissant que la TNT, à masse égale. Ce type de bombe est appelé bombe sismique parce qu'une fois plantée dans le sol, lors de l'explosion, l'onde de choc se transmet par les matériaux solides, la craie, le béton ou autres matériaux solides du coup, ce qui provoque un effet tremblement de terre. Cela joue seulement sur le fait que les bombes à impact, lorsqu'elles explosent en touchant le sol, à l'impact du coup, la majorité de l'explosion part dans l'air et c'est de l'énergie perdue. Aujourd'hui, ce genre de bombes à retardement, on les appelle les bunker busters, littéralement les briseurs de bunkers, et effectivement, quand les Tallboy explosent pendant la Seconde Guerre, ces 3 super bunkers sont gravement endommagés. Mais pas que des bunkers, puisque le navire Tirpitz a été endommagé également avec une Tallboy, alors qu'il résistait à tous les types d'obus. Pour info, un cratère de Tallboy, une fois que cette bombe a explosé, c'est 40 mètres de diamètre, soit un terrain de handball, pour 15 mètres de profondeur, soit un bâtiment de 4 à 5 étages. Et comme si une bombe de 5,4 tonnes ne suffisait pas, ils vont inventer sa petite sœur, la Grand Slam, de 10 tonnes, incluant 4,5 tonnes d'explosifs Torpex toujours, et qui produit le même effet. Après la guerre, il rejoint la Royal Society en 1945 et travaille sur d'autres projets dans l'aviation, comme les ailes à géométrie variable. Il est fait chevalier en 1968 et reçoit la médaille royale en 1975. Barnes Wallis meurt le 30 octobre 1979 à 92 ans, après avoir changé le cours de la guerre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre les pouces en l'air pour dire que c'était comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à mettre la petite cloche pour les shorts qui sortent au rythme de 2 fois par semaine quand même, et toutes les vidéos qui viendront à l'avenir. Et surtout, n'oubliez pas, comprendre l'histoire, c'est éclairer notre avenir. Salut! Et qui, avant d'exploser... exploser